Ouh, que se passe-t-il? Tout a changé. Ouh. Ouais. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'avril et ça va être fantastique. J'ai eu d'énormes coups de cœur, dont 3 5 étoiles d'affilée. Nous allons commencer avec la lecture qui ne m'a pas subjuguée, à savoir Blue Sisters de Coco Meller. Donc j'avais déjà lu Cléopatra and Frankenstein de la même auteure. J'avais été beaucoup dérangée par l'abus de drogue, d'alcool, tous les excès, toutes les addictions qui étaient présentes dans le livre. Pour Blue Sisters, ça m'a plus plu, dans le sens où on suit 4 sœurs, dont une qui est morte. Cette mort va modifier la dynamique entre les différentes sœurs, ce qui fait qu'elles vont devoir se parler et devoir faire face à la réalité de ce qu'elles sont, que ce soit leurs addictions, encore une fois, on a une certaine obsession, ou les relations qu'elles ont. Écoutez, c'est un livre qui était pas mal, sans être non plus incroyable, je n'y ai jamais repensé. Voilà, je l'ai lu parce que je l'avais acheté, je l'ai acheté parce que j'aimais bien la couverture. Je suis pas sûre de me retourner vers cette auteure, encore une fois, quand elle écrira d'autres livres. En revanche, ensuite, j'ai lu 3 livres que j'ai adorés. Mais quand je dis adorés, c'est que depuis que j'ai refermé ces pages, je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Le premier, c'est La zone du dehors, du français, du lyonnais même, Alain Damasio, qui est un roi de la science-fiction, un livre qu'il a écrit lorsqu'il avait 22 ans. Et alors, à la fois, j'ai envie que vous rentriez dans ce livre sans trop savoir de quoi est-ce que ça parle, parce que ça a été mon cas et franchement j'ai adoré. Et à la fois, j'ai été hyper surprise et peut-être que ça m'aurait motivée à le lire plus vite si j'avais su. Donc je vais vous en parler. On suit ici un professeur de philosophie qui est amoureux d'une femme qui s'appelle Boule de Chat. Et le livre, écrit en réponse à 1984 de George Orwell, décidément, qui a vraiment créé des livres et des livres juste en inspirant des gens par ce livre magnifique qu'il a écrit, George Orwell, merci. Donc ce professeur de philosophie vit dans un monde où il y a eu 4 guerres mondiales sur la planète Terre, et pour sauver l'humanité, on a extraterrestré, si on invente des mots, des gens sur une autre planète. Là, ils sont sur Saturne, si je me souviens bien. Ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est que j'y allais en voulant lire une dystopie et j'y ai presque trouvé une utopie, dans le sens où on va suivre un mouvement révolutionnaire, anarchique, qui combat la démocratie qui a été mise en place. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je lis un livre qui critique la démocratie en tant que système et ce qu'elle fait, dans le sens où, dans ce livre, c'est une société de confort où tout le monde vote pour tout et pour rien, et surtout pour noter les gens et leurs comportements pour pouvoir vivre dans une société harmonieuse. Bien sûr, tout ça est poussé à l'excès, et ce prof de philosophie réussit quand même à avoir des débats avec ses élèves au sein de la société et à être très bien noté, malgré le fait qu'ils disent des choses qui sont plutôt répréhensibles dans un état qui serait totalitaire comme ce serait le cas de 1984. Mais ce n'est pas notre cas ici, c'est un état démocratique, liberté d'expression, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et franchement, ce livre, qui fait quand même presque 600 pages, je l'ai dévoré en 5 jours, je n'arrivais pas à le poser, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, de lire les extraits de cours qui étaient donnés. Les personnages m'ont touchée, mais je crois que c'est vraiment cette idée de qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que la vraie liberté, qu'est-ce que l'anarchie, comment construire des modèles de société qui nous vont, et est-ce qu'il y a besoin d'avoir un seul modèle? Bref, ça m'a remué les méninges et j'ai adoré juste me poser autant de questions et être confrontée à ces possibilités infinies que nous offre le livre. Contrairement au livre que j'aime bien lire, ce n'est pas très lyrique, il y a des personnages qui s'expriment même plutôt mal et de façon très agressive presque, avec beaucoup de gros mots, d'insultes, et à la fois je trouve que ça va bien avec les personnages et que chaque personnage a vraiment son identité, sa façon de s'exprimer, sa façon de voir les mondes et sa façon d'agir dans le mouvement qu'on suit. C'était très très intéressant, fascinant même, et du coup j'ai envie de lire tout de cet auteur. Ça fait partie de ce genre d'auteur que j'ai envie de découvrir plus en profondeur. Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches, j'ai vu que lui-même a décidé de quitter le monde dans lequel on vit et d'aller vivre dans une communauté un peu à part. Donc j'ai trouvé ça assez marrant et assez chouette en fait qu'ils mettent en place ce qu'il prône. Ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et pas mal remué. Donc je vous le recommande à 100%. Alors ensuite, si vous voulez pleurer, je vous en supplie, lisez ce livre. Ok, donc ça s'appelle Quand les grues volent vers le sud. Il est
suédois qu'il a été traduit en anglais et maintenant il est disponible en France. Ce livre a été écrit par Lisa Zweden, si je me souviens bien, qui est initialement une sociologue, qui a étudié les masculinités dans la ruralité suédoise. Ce que je trouve très niche, mais très intéressant. Elle nous propose un livre d'une tendresse qui est absolument magnifique. Je pense qu'on peut juste le résumer en disant que c'est toutes ces choses que je ne dis pas ou que je dis pour conserver une relation agréable avec mon fils en tant qu'homme qui a grandi dans un milieu extrêmement dur, extrêmement viril, et qui élève un fils avec sa femme qui va vivre dans un milieu plus doux et peut-être plus ouvert à la différence. Dans ce livre, nous suivons Beau, qui est un vieux monsieur d'à peu près 80 ans, qui a son meilleur ami, qui a sa femme, qui a son fils, sa petite fille, qu'il aime tendrement, mais qui a grandi dans un milieu extrêmement viril, presque viriliste, dans le sens où il faut être fort. Son père était violent, beaucoup d'agressivité aussi dans les mots. Une mère très effacée, très en retrait, porte tout ça en lui, et en fait, au cours du livre, j'ai trouvé que les premières pages n'étaient pas forcément super bien rédigées, mais après, je m'en suis pas du tout rendu compte, et au contraire, j'étais plongée dans le cerveau de Beau, qui a des conversations avec quelqu'un qui s'avère être sa femme, des conversations très touchantes de quelqu'un qui aime profondément et sincèrement les gens qui l'entourent, mais qui ne va pas nécessairement le dire, plutôt le montrer. Il parle de sweet nothing, quand il parle des mots d'amour et des choses qu'ils ne se disent pas avec sa femme, mais qu'ils n'ont pas besoin de se dire parce qu'ils savent qu'ils s'aiment. Et puis on suit sa relation avec son chien qu'il aime tendrement, qui est la dernière personne à vivre avec lui, et que son fils veut lui retirer. Et c'est d'ailleurs très à la fois frustrant, énervant, ça m'attriste énormément, et je comprends, on ne s'occupe pas bien du chien, et puis de toute façon il n'a pas la force, et les aides-soignantes font tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir l'aider, tout ce qu'ils peuvent d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes, mais ça n'est pas suffisant. En résumé, nous suivons cette vie de Beau, cette fin de vie où il se retourne sur tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a échangé avec sa femme, son meilleur ami, son fils. C'est extrêmement tendre, c'est à la fois déchirant parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à exprimer, et rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Ouh. Ouais. C'est un livre qui était extrêmement touchant sur... Waouh. Désolée. C'est un livre qui était extrêmement touchant, pour lequel j'ai pleuré pendant les 50 dernières pages, et je continue de pleurer, parce que je pense que c'est la situation de beaucoup d'hommes, ruralité ou pas, suédoise ou pas, qui n'arrivent pas forcément à dire ce qu'ils ressentent, et parce qu'ils n'y arrivent pas, passent à côté de beaucoup de moments de tendresse, en fait, qui leur feraient du bien. Et c'est un livre qu'il faut absolument lire. Absolument, absolument. C'est aussi un livre qui parle de ce que ça fait de vieillir, de se voir vieillir et de voir les gens autour de nous vieillir, de la difficulté que c'est de perdre son indépendance, son agentivité sur sa vie, de prendre des décisions pour nous-mêmes. C'était juste... waouh. Et c'est son premier bouquin, je veux dire. Je vous en supplie, lisez-le, c'était juste magnifique. Ouh. Ok, je trouve à un moment que Beau pose une question un peu rhétorique qui me touche énormément et qui est une question qui m'habite depuis des années et des années. C'est la suivante. Pourquoi ça serait meilleur si ça n'est pas ce que je veux? Dans le sens où les gens décident pour nous ce qui est meilleur pour notre vie. J'ai une vraie question sur les personnes âgées à qui on donne beaucoup de médicaments, à qui on force à faire des activités, à rencontrer des gens, ou alors à manger ceci ou pas cela, etc. Sachant que la mort est si proche, pourquoi est-ce qu'on essaye de les contrôler autant? Pourquoi est-ce qu'on essaye autant d'allonger leur vie? Je trouve qu'il y a un côté très égoïste là-dedans, de vouloir voir les gens qu'on aime vivre plus longtemps, peut-être pour échanger un moment supplémentaire, et à la fois dans le livre, ça vaut le coup, mais je trouve que c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de contraintes pour rallonger sa vie de quelques mois, peut-être d'1 an, alors que si j'ai envie de manger ce steak et si j'ai pas envie de prendre ce médicament, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui déciderai? Ensuite, je vous en ai parlé sur Instagram rapidement, j'ai fait un réel. Vous savez, ce genre de vidéo où vous voyez quelqu'un qui referme un livre et qui fixe le mur pendant des secondes et des secondes, voire des minutes, parce qu'en fait, il faut le temps d'absorber ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi quand j'ai lu Yesteryear. Donc, ce livre vient de sortir. J'avais énormément envie de le lire depuis que j'ai vu qu'il existait. La couverture m'intriguait énormément. Et
Quand j'ai lu le résumé, ça parle d'une influenceuse qui a une vie de rêve sur les réseaux sociaux, un peu moins en réalité, et qui va se réveiller dans les années 1850. 19e siècle. Un peu en accord avec la vie qu'elle prône sur les réseaux sociaux, de la femme au foyer qui a beaucoup d'enfants. Je ne sais pas comment vous parler de ce livre sans tout spoiler, sans tout raconter, alors que vraiment, moi je lisais et j'étais là non, et à la fin, non, je pleure, bien sûr, parce que c'est un 5 étoiles. J'ai pris quelques notes, mais mon premier mot, c'est parfait. J'ai adoré ce livre du début à la fin. Le début m'a énormément fait rire. Après, j'étais un peu dans l'expectative, beaucoup de chocs, beaucoup de « What ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ?» Et à la fin, juste... Ah ! Et encore une fois, c'est son premier livre. Comment est-ce que c'est possible ? Ici, on va parler de différents sujets que je trouve assez intéressants, à savoir le monde de l'influence et le fait qu'on y vend une histoire, un rêve. Et comment est-ce que ça impacte aussi la personne qui crée le contenu, notamment quand c'est du lifestyle, où on a vraiment l'impression que tout est vu à travers l'angle d'une caméra, d'un appareil photo, avec la lumière, etc. Tout est manipulé pour que ce soit beau. Et on a beau le savoir, on se met difficilement dans la peau de la personne en face. On imagine rarement que nous sommes l'influenceur qui devons remplir notre vie, remplir notre page Instagram, etc. Et quand c'est notre vie qu'on partage, c'est beaucoup plus envahissant. La maternité, alors là, la maternité, est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce qu'on en a envie ? Le lien qu'on crée avec ses enfants ou pas ? La difficulté, l'oubli, ce que ça demande comme sacrifice, l'impact que ça a sur notre vie, et puis quelque part aussi ce que ça vend sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a aussi la question des enfants sur les réseaux sociaux, qui est une grande question qui devrait être vite répondue. Et à propos de ça, bonus, je vais pas parler de ce livre parce que c'était quand je faisais ma pause sur YouTube, Allow Me to Introduce Myself, qui a été écrite par Oni Nwabineli, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été mise sur les réseaux sociaux quand elle était enfant, et qui aujourd'hui refuse que ce soit le cas. On voit d'ailleurs dans la réalité des gens sur YouTube ou sur Instagram qui reprennent le narratif de leur vie parce qu'ils ont été enfants sur les réseaux sociaux très tôt et qui racontent l'impact que ça a eu sur leur vie. Et c'est extrêmement bien décrit dans ce livre que j'ai adoré, où donc la jeune fille est exposée sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît son anniversaire, tout ce qui se passe dans sa vie, les maladies qu'elle a eues, les opérations qu'elle a pu subir, et en fait ça se traduit dans ses relations dans la vraie vie, où bon, elle est un peu instable, en même temps... Pardon, mais des millions de personnes qui suivent notre vie au quotidien depuis notre naissance, c'est un peu envahissant. Donc il faut trouver des moyens, calmer un peu l'anxiété que ça peut créer. Et il y a une scène qui m'a énormément touchée, où elle a une relation sexuelle avec un homme. Il lui fait une remarque sur sa cicatrice, parce qu'elle a eu l'appendicite, et il lui dit « c'est marrant, j'imaginais beaucoup plus grande ». Et là, j'ai paniqué autant qu'elle. Enfin, pas autant, parce que c'est pas mon corps et c'est pas ma vie, mais j'ai paniqué et j'ai ressenti cette panique où elle s'est dit, en fait, mon corps a tellement été exposé sur les réseaux sociaux et les gens se sont tellement sentis proches de moi qu'ils savent quelles opérations j'ai subies et que c'est quelque chose qu'ils ont dans la tête et que peut-être ce mec, en fait, a eu cette relation avec moi parce que je suis cette fille des réseaux sociaux, pas parce que je suis moi. Et il y a eu presque une sensation très intrusive dans son intimité, et en plus là, bon, la relation fait que c'est intime, qui m'a énormément choquée, et qui a fini de me convaincre sur le fait que les enfants n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Mais revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire, parce qu'elle habite sur une ferme. D'ailleurs, on dirait vraiment l'histoire de Ballerina Farms, donc Anna, mais ici elle s'appelle Nathalie, en espérant que c'est pas le cas. Voilà. Mais elle est riche, ils ont une grande ferme, ils ont des enfants, elle cuisine, elle est connue pour son sourdough starter, bref, c'est vraiment Anna, donc ça m'a beaucoup fait rire, et depuis je regarde des vidéos de Ballerina Farm, donc c'est terrible. Ça parle aussi des rôles sociaux, notamment dans l'Amérique états-unienne chrétienne, très important, de la parfaite femme, du parfait homme viril, de la manosphère, du fait que parfois quand on se confronte à des idées qui ne sont pas celles dans lesquelles on a grandi, ça peut être extrêmement choquant et on peut les repousser même si elles nous feraient du bien. Après, il y a un truc qu'il faut noter avec ce personnage de Nathalie, c'est qu'elle est insupportable. Elle est méchante, mais vraiment elle est méchante avec tout le monde et on est dans son dialogue intérieur pendant tout le livre, qui rend le livre à la fois très drôle et la personnage totalement insupportable, puisque elle est tellement amère en fait vis-à-vis des autres qu'elle appelle les angry women. Mais en fait, c'est elle.
qui est angry et c'est elle qui est insupportable, mais ça lui donne un petit côté où on a envie de la secouer, à la fin on a envie de la jeter par terre, enfin c'est un peu entre les deux. Mais juste, il faut lire ce livre parce que il y a un message social, il y a une écriture qui est bonne, il y a la construction du récit qui est incroyable, et il y a une énorme critique de la société, des influenceurs, et à la fois de ces modèles sociaux dans lesquels on vit, dans lesquels on grandit et qui nous encastrent en fait dans des toutes petites cases desquelles parfois on n'arrive pas à sortir et qui nous rendent pas heureux. Donc encore une fois, un rappel à la vie, à prendre des décisions qui nous plaisent, à vivre une vie qui nous plaît, qui nous correspond, bien sûr tout en respectant les gens autour de nous, bien sûr en vivant en société, mais c'était tellement bien et j'ai déjà envie de le relire et je vais peut-être le faire. Je suis tombée sur YouTube sur le livre audio d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, et vu qu'il est dans ma bibliothèque dans une édition qui me semblait un peu difficile à lire, puisque j'ai décidé il y a 2 ans d'acheter cette magnifique édition qui fait à peu près 1000 pages de tous les livres de Jane Austen illustrés, en n'ayant jamais lu cet auteur, mais juste parce que je voulais la découvrir. Bon, c'était pas ma meilleure idée, c'était pas mon meilleur achat, mais je suis contente de l'avoir fait, parce que du coup, quand j'ai vu Orgueil et Préjugés pop-up sur mon feed YouTube, je l'ai lu, je vous mets le lien d'ailleurs. Et là, j'ai adoré, mais vraiment adoré. Alors déjà, il faut savoir que moi, à la base, j'adore les comédies romantiques. On en regardait énormément avec ma mère quand j'étais petite, et notamment une qui s'appelle Le Journal de Bridget Jones. Et en lisant Orgueil et Préjugés, je me suis dit, mais attends, Mark Darcy, est-ce toi? Et il s'avère que oui, l'autrice du Journal de Bridget Jones, le livre, s'est inspirée d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, pour écrire le journal de Bridget Jones. Et donc, un des films qui a marqué mon enfance vient de là. Merci Jane. Donc, je l'ai lu, et franchement, mais j'ai adoré. C'est-à-dire que de suivre cette famille qui est presque divisée entre la mère qui est une grosse beauf, le père qui est un gentleman, Elisabeth et sa grande sœur qui sont hyper intelligentes, bien élevées, dans le respect des... Justement, là, pour le coup, grand écart avec la zone du dehors et plutôt plus proche de Yesteryear dans le respect justement de ce qu'on leur a appris et des coutumes et de la bienséance, qui vont souffrir de l'inéducation en fait des plus jeunes qui sont absolument insupportables, surtout Lydia. Mais alors Lydia, mais oh là là, j'en ai des choses à dire à cette fille. Et presque ça m'énerve, parce que bon, c'est une romance, donc ça finit bien, mais presque ça m'énerve que ça finisse bien, parce que j'ai envie de lui dire, mais utilise ton cerveau! Et la mère, insupportable. Elisabeth, je l'ai adorée parce qu'elle est hyper forte. Elle envoie des punchlines, elle envoie bouler les gens tout en restant hyper bien élevée, elle parle bien, elle s'exprime avec candeur, et elle tombe amoureuse. Enfin, elle tombe amoureuse. D'abord, lui tombe amoureux, ce qui est très mignon, d'elle, et il va en fait tout mettre en place pour sauver l'honneur de sa famille, et j'ai trouvé ça grandiose, j'ai trouvé ça charmant, oh là là, mais c'était trop agréable, je lisais, je tapais dans mes mains, je me retournais, en lisant le livre, enfin en écoutant le livre audio, j'étais là, oh, mais non, donc c'était vraiment hyper enthousiasmant, et j'ai adoré découvrir l'histoire originale de Bridget Jones. Juste ces personnages qui sont hyper complexes, hauts en couleur, insupportables, adorables, très gentils, un peu neuneux, un peu légers. C'était vraiment fou. Et du coup, j'ai décidé de lire Persuasion, parce que pareil, il était disponible en livre audio, donc j'ai commencé en livre audio, mais j'ai fini en physique, parce que j'avais envie de le lire, quoi. Je sais pas si vous avez ça parfois, parce que moi j'aime lire, j'aime beaucoup lire, d'où la chaîne, et je vois que j'adore un livre quand j'ai envie de le lire plutôt que de l'écouter. Donc j'aime bien les livres audio, mais c'est pas ma passion. Par contre, lire, j'adore. Donc là, quand j'ai lu Persuasion, au début j'ai un peu de mal à rentrer quand même dans les textes de Jane Austen, parce que tout simplement, je trouve que la mise en place est un peu lente. Dans Persuasion, on suit Anne, et Anne, c'est vraiment la vieille, hein. Pour l'époque, elle a 27 ans, elle est toute jeune. C'est vraiment la vieille sœur qui sert de tapisserie, mais qui est hyper intelligente, qui a une culture débordante, et c'est un peu ce genre de femme qui, justement, va séduire les hommes plus tard dans leur vie. Ici, plus tard dans leur vie, à 30 ans, ça veut dire en deuxième noce, hein, quand elles sont toutes mortes du choléra et machin, je sais pas quoi. Par son intelligence, elle va briller d'une seconde beauté parce qu'elle est intelligente, donc c'est un livre pour les sapiosexuels, clairement. Sapiosexuels, ça veut dire les gens qui tombent amoureux de l'intelligence des gens et pas du physique. Et oui, ça existe, c'est quelque chose. Bon, si vous avez les deux, tant mieux. Anne, hyper intelligente, très cultivée, douce, gentille, avec un caractère très
tendre et malléable, elle est toujours présente pour sa sœur, insupportable. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça dans votre entourage qui sont un peu hypocondriaques, qui ont toujours une maladie. Et cerise sur le gâteau, Anne est fidèle. Elle n'a eu qu'un amour dans sa vie, et cet amour revient, et que se passe-t-il? Mais vraiment, j'adore pareil, j'étais hyper excitée dans ma couette, je lisais, j'étais contente, etc. Enfin, qu'est-ce que ça fait du bien de lire des romances de temps en temps. Pouf. Et ensuite, j'ai lu, moi ce que j'aime, c'est les monstres, livre premier et livre deuxième, dont on a parlé à un moment sur YouTube l'année dernière, donc je les ai achetés parce que j'étais intriguée, parce que les dessins sont très beaux, ils sont tous faits au stylo à billes, c'est assez impressionnant de voir le détail. Donc on m'avait vendu ces livres en me disant ouais, les dessins sont trop beaux, l'histoire est très touchante de cette petite fille qui est lesbienne dans les années 60 aux États-Unis, à Chicago, et c'est pas évident, elle vient d'une famille mexicaine, sa mère est très croyante, son frère est un gangster, un vrai gangster d'ailleurs. Du coup j'étais intriguée, donc je les ai achetés, ça coûte une brique, et j'ai pas été subjuguée par l'histoire. Pourquoi ? Donc j'ai trouvé que l'histoire était extrêmement lourde. Le prémisse, c'est que leur voisine se fait tuer, et la petite fille qui adore les monstres et qui se prend pour un monstre elle-même puisqu'elle aime les filles, va mener l'enquête sur la mort de cette voisine. En menant l'enquête sur la mort de cette voisine, on va être amené dans l'Allemagne nazie, et dans les camps, et dans des enfances très dures, très violentes, physiquement, encore une fois, j'ai envie de dire, sauf que là, il y a des images assez perturbantes, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, il y a des idées tout à fait immondes. Je crois que ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'à la fin du deuxième tome, qui est donc la fin de la série, on n'a pas de réponse franche sur ce qui s'est passé. Toutes ces questions qui ont été soulevées n'ont pas de réponse. Alors, je n'ai pas de problème, je n'ai plus de problème avec les fins ouvertes. En revanche, tout ne doit pas être ouvert. Il nous faut des résolutions. Alors bien sûr, en tant que lecteur, et parce qu'il y a des images, on comprend des choses, on a envie de les superposer, on n'est pas bête, on n'a pas 14 ans comme la petite Karen. En revanche, je ne sais pas si elle n'arrive à aucune conclusion parce qu'elle est trop jeune et qu'elle ne veut pas tout voir, ou si juste l'auteur s'est dit c'est pas nécessaire. Peut-être que c'est pas nécessaire, mais moi ça m'a manqué. Et du coup j'ai pas accroché. Je trouvais que c'était une lecture difficile parce que violente. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ouverture et peu de fermeture de réponses, mais pas dans un sens où ça m'a fait réfléchir. Ça va quand même être un livre qui va m'habiter parce qu'en fait j'ai envie de savoir ce qui se passe et je ne le saurais pas parce qu'il n'y a pas de tome 3, même s'il y a écrit à suivre après, mais que c'est le dernier de la série. Je suis un peu perdue quant à cette lecture. Je dois quand même dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur l'appartenance, que ça fait de grandir quand on est différent, quand on est homosexuel, dans une société qui nous rejette, de l'importance d'avoir des amis, de l'importance d'assumer qui on est, de l'importance d'avoir des hobbies. Ici, c'est l'art. L'art est vraiment mis en avant, c'est ce qui lie Karen et son frère, quand ils vont au musée, quand ils dessinent ensemble, c'est comme ça qu'elle exprime ses émotions. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui sont mises dans ce livre. Mais bon, ça n'a pas résonné en moi. J'ai pas trouvé que ça valait forcément les 60 € des 2 livres. Et enfin, j'ai relu le premier tome d'une série qu'il faut que je finisse depuis 2 ans. Donc je l'avais lu en 2023. Oh, 3 ans, waouh. Et c'était marrant parce que quand je l'avais lu, je m'étais dit, ouais, il y a trop de vocabulaire que je comprends pas, c'est hyper difficile, parce que c'est le premier livre que j'ai acheté en anglais et que j'ai voulu lire en anglais, il me semble, enfin, un des premiers. Et là, je l'ai relu, bon, alors déjà, je comprends beaucoup mieux le vocabulaire, donc je vois que j'ai progressé, ça fait plaisir. Et surtout, j'avais oublié à quel point c'est ultra violent, et j'adore. Alors, non pas que j'aime la violence pour la violence, mais j'aime bien parce que c'est un livre de fantasy qui se passe en Afrique, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Namina Forna, qui a grandi entre le Sierra Leone et les États-Unis, et qui a voulu construire une société extrêmement patriarcale, presque dans un stéréotype. C'est-à-dire que dans ce monde, les femmes ne peuvent rien faire. Ça m'a beaucoup fait penser dans cette idée-là à The Handmaid's Tale, mais c'est un livre pour jeunes adultes, donc on n'est pas sur de la soumission, manipulation sexuelle, en tout cas pas... Bref, pas décrite comme ça, quoi. Ici, on va suivre Deka, cette magnifique jeune fille, qui va subir le test de la pureté, où on va du coup la couper et voir si son sang est rouge. Si son sang est rouge, elle est pure. Si son sang est doré, elle est impure. Évidemment, si on la suit, son sang est impur, hein, voilà. Et en fait, on va la suivre, devenir une guerrière, apprendre à se battre, prendre confiance en elle, apprendre qu'elle est belle, qu'elle est puissante, de réécrire son narratif, de reprendre possessif de son narratif, mais aussi comment est-ce qu'on gère le trauma. Parfois, il y a un peu de trauma bounding aussi, vous savez, là, quand on se fait des amis parce qu'on a souffert ensemble. Bien sûr, il y a plein de secrets, il y a de la politique, c'est un peu cousu de fil blanc par moment parce que, bon, déjà, je l'avais lu, donc je me souviens un petit peu. Mais aussi parce que bon, ça reste du jeune adulte. En revanche, j'ai trouvé ça génial
oui, j'ai trouvé ça génial, que ce soit aussi violent. Et ça m'a rappelé, quand j'ai lu Les Royaumes du Monde de Philip Pullman, où pareil, je trouve que c'est des livres pour enfants où ils font face à leur peur, ils font face à ce qui les dégoûte. Et moi, je trouve ça hyper important parce que quand j'étais petite, j'aimais bien lire des livres qui m'effrayaient, des livres qui me confrontent aussi à la réelle douleur de la vie parfois. Puis parfois, on souffre aussi quand on est jeune et ça fait du bien d'avoir des personnages auxquels s'identifier. Donc, faites lire des livres qui font un peu peur à vos enfants. Et vous, lisez des livres qui font un peu peur aussi. Et donc là, j'ai adoré redécouvrir Deka, sa bande d'amis. C'est un univers qui est très féminin, mais il y a quand même des hommes qui sont inclus. D'ailleurs, je trouve ça important parce que j'ai l'impression que parfois, dans certains discours, il faut exclure les hommes. Pas trop fan de ça. Là, j'aime bien justement le fait qu'il l'aide à se confronter à ses traumas, mais à la fois que eux en aient aussi et qu'ils puissent partager ça. Enfin, il y a vraiment une amitié assez saine entre les deux pour justement mener vers la réconciliation. C'est une série en 3 tomes, donc là j'ai commencé le 2e et je vais finir le 3e. Ça fait 3 ans que je travaille sur cette série, donc j'ai décidé cette année que je finissais tout ce genre de choses, donc j'y travaille. J'y travaille comme si c'était mon job. Pour l'instant, le 2e tome, je l'aime bien, mais bon, ça me manque un peu d'action, voilà. Après, j'ai lu que 150 pages, donc dans les livres de fantasy, et surtout le 2e tome, j'ai l'impression qu'il ne sert un peu à rien. Hein. D'ailleurs, auteur, autrice, vous pouvez faire une série qui ne dure que 2 livres, si vous n'avez des choses à mettre que dans 2 livres. Voilà, c'est pas obligé d'avoir des trilogies, même si vous vendez plus. Un livre qui m'intrigue, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, la complexité du monde que ça va créer. Là, ils sont en campagne, enfin bref, tout a changé, il y a eu plein de révolutions, c'est trop bien, j'adore. Vraiment, j'adore la fantasy, j'adore les contes de fées en ce moment, les histoires d'amour, etc. Et c'est marrant parce que quand j'étais sur les réseaux sociaux, quand je scrollais comme tout le monde, il y a eu un moment où je suis tombée sur une citation de C.W. Lewis qui dit « Un jour, vous serez assez grand pour aimer les contes de fées à nouveau », et je crois que ça y est, c'est mon moment. Sur ces belles paroles, je vous laisse et on se retrouve très vite. Bye bye!